Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast bilan aujourd'hui puisque comme pour Sidney Lumet, nous venons de finir une rétrospective, cette fois elle était consacrée à Lee Chang-dong et donc comme pour Sidney Lumet, on va dresser un petit bilan, on va passer en revue ces films que nous avons tous analysés sur notre site lesréfracteurs.fr. On va commenter un petit peu ce qu'on a vu en compagnie de Gré Pigeon. Bonjour Gré Pigeon. Salut Spike, ouais, on va finir le travail avec Lee Chang-dong et enfin, hop, débarrasser du bonhomme. Mais bon, ça a un petit pincement au cœur parce que on a quand même vu 6 très grands films avec le monsieur. Ah, c'est vrai que pour Lumet, on va pas se mentir, il y avait un petit peu de déchets, il y avait des grands chefs-d'œuvre, bien sûr, des films incontournables, mais il y avait eu aussi des périodes un peu creuses. Là, Lee Chang-dong, il y a que 6 films, mais alors vraiment, c'est presque la crème de la crème à chaque fois, hein. Avant de commencer, on va peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'on a initié cette rétrospective Lee Chang-dong. C'est pour la venue du cinéaste au Festival Lumière. Et à l'occasion du Festival Lumière, il y aura donc une grande rétrospective avec la diffusion de ses films en cinéma. C'est quand même un rendez-vous assez immanquable. Lee Chang-dong sera là et il présentera un documentaire, Grey. Ouais, un documentaire français, figure-toi, réalisé par Alain Mazard. Et qui revient sur la carrière et l'analyse de l'œuvre de Lee Chang-dong. Film, donc tu me disais en off avant qu'on enregistre, qui a été réalisé pendant le Covid, et donc la réalisation de ce film n'a pas été simple. Non, ça a été un peu une épreuve de force, mais ils sont arrivés au bout de leur œuvre et ils la présentent maintenant un petit peu dans tous les circuits festivaliers. C'est l'occasion pour Lee Chang-dong de parcourir un peu le globe et c'est une belle reconnaissance pour sa carrière. J'ai envie de dire à nos amis lyonnais ou de la banlieue de Lyon, c'est quand même une occasion assez immanquable de découvrir un grand monument du cinéma coréen. Tout à fait. Alors avant de commencer, est-ce qu'on ne rappellerait pas les règles de notre petit classement en toute subjectivité, en toute mauvaise foi ? Ouais, c'est vrai qu'on va réinitier le dispositif qu'on avait mis en place pour Sidney Lumet. Donc on va classer les films par catégorie, allant de ce qu'on considère être comme un navet à ce qu'on considère être un chef-d'œuvre. Alors Greg, est-ce que tu te rappelles de chacune de ces catégories ? Alors non seulement je me la rappelle, mais en plus je les ai sous les yeux, donc ça va me faciliter la tâche. Alors le navet des navets, hein, on a appelé cette catégorie la catégorie des Fabio Antoniente. Bon, autant vous le dire tout de suite, il n'y en aura pas. Il n'y a aucun film de Lee Chang-dong qui mérite d'être associé à Fabio Antoniente, pas plus qu'à Luc Besson, dans la catégorie juste au-dessus. Et ensuite, on arrive aux films moyens, les films sans saveur, les films qu'on a oubliés dès qu'on les a vus, les fameux Yvan Attal. Et il nous reste trois catégories de films, donc les meilleurs. On suit donc avec Albert Dupontel des films qui sont pas parfaits, mais sympathiques et qui font que ça reste des films pour lesquels on repense avec plaisir. Et enfin, les deux catégories reines, la catégorie des grands films, celle d'Henri Verneuil, et pour terminer, le GOAT, c'est-à-dire le plus grand film de la filmographie de Lee Chang-dong sera dans la catégorie des Jacques Audiard. Ouais, et on rappelle que pour le Jacques Audiard, on a le droit, toi et moi, de ne l'utiliser qu'une seule fois. C'est ça. La règle restreinte. Et puis, évidemment, c'est un classement fait en toute subjectivité. On n'a rien contre ces cinéastes, même ceux qu'on a classés en bas de l'échelle. Donc, on n'a rien contre Yvan Attal, mais on n'a rien pour non plus. Ouais, c'est ça. Il est là. Mais c'est bien qu'il soit là, hein. Mais voilà. Écoute, trêve de bavardage, je te propose d'aborder directement la filmographie de Lee Chang-dong par son premier film, c'était Greenfish, sorti en 1997. Alors avant de parler de Greenfish, j'avais eu dans l'idée de rappeler à nos auditeurs qui était Lee Chang-dong et au moment où il tourne Greenfish, en fait, parce que Lee Chang-dong ne vient pas de nulle part quand il réalise son premier film. Il a déjà été assistant réalisateur par 2 fois. Et il a déjà été scénariste notamment sur les films sur lesquels il était assistant réalisateur. Donc il a une petite expérience de la caméra quand il se lance sur Greenfish en 97. Alors il a déjà passé la quarantaine. Il a envie de faire carrière dans le cinéma, donc il se dit que pour attirer le public, il faudra qu'il trouve un sujet porteur, à une période où le cinéma coréen se porte très très mal.
Et donc, il va faire un polar un peu à la manière d'un Martin Scorsese, mais à la coréenne, quoi. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui finit son service militaire et qui rentre en train chez lui. Et là, il va faire la rencontre d'une jeune femme très attirante, mais aussi très mystérieuse. Et lorsqu'il va vouloir la protéger en quelque sorte de jeunes garçons qui sont un petit peu trop entreprenants avec elle, il va se prendre une sacrée raclée. Et ça va être un petit peu son retour à la vie normale après l'armée, c'est se faire tabasser. C'est un destin qui va continuer à le suivre tout le long du film, puisqu'une fois qu'il sera rentré chez lui, il va rejoindre un gang de gangsters locaux assez minables, dans lequel il va essayer de faire une ascension pour devenir le favori du leader. Mais parallèlement à ça, évidemment, il va retrouver cette fameuse jeune fille qu'il a vue dans le train, qui n'est autre que la petite amie du leader de ce gang. Donc voilà, j'espère que mon résumé est pas trop alambiqué, mais voilà. Il est parfait ton résumé, Gré Pigeon, ne t'en fais pas. Et donc on va pouvoir détailler un peu notre sentiment sur ce film, vu que c'est l'exercice du bilan. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est une période où le cinéma coréen est encore en train de se chercher. C'est vraiment la première vague de ces cinéastes qui ont été libérés de la censure, parce qu'avant il y avait une censure assez forte en Corée. Et c'est intéressant, je trouve, de noter que pour ce film, Lee Chang-dong, il fait un vrai film noir, en fait, un néo-noir même, on pourrait dire. Et que, bien que ce ne soit pas forcément le chemin qu'il empruntera par la suite, il est un peu dans cette mouvance de ces polars, comme tu disais, à la coréenne, très crépusculaires, très sombres, très violents par moments aussi. Il y a des scènes d'une très grande violence dans Greenfish, ouais. Ouais, et peut-être parmi, pas les plus bouleversantes de sa filmographie, il y en aura des bien plus bouleversantes, mais parmi les plus sanglantes, en tout cas. C'est un film qui, moi, m'a laissé un profond goût d'injustice, mais ça, je pense que c'est un mot qui va revenir pas mal lorsqu'on va évoquer le cinéma de Lee Chang-dong. La sensation que le système social coréen est déjà parfaitement esquissé par le cinéaste et que rien n'y fonctionne véritablement parfaitement. Ouais, on retrouve une bonne partie des obsessions qui vont marquer son cinéma, notamment les différences de classe sociale qui font notamment la conclusion du film est très très forte de ce point de vue-là. Entre cette Corée qui est réussie, marquée par ces grands bâtiments, ces grands immeubles qui reflètent le soleil, on en reparlera notamment pour Burning, mais et cette classe paysanne qui vit encore dans le grand dénouement. Oui, parce que c'est le grand écart que propose le film entre la famille du protagoniste qui, elle, vit dans la pauvreté et son aspiration à vivre dans la modernité, à ce héros. Et paradoxalement, cette modernité qu'il va côtoyer, elle va toujours être proche du caniveau, en quelque sorte. C'est un film du trottoir, presque. Il y a une autre thématique assez forte de sa filmographie qui ressort énormément de ce film-là, c'est quelles sont les entorses à notre morale que nous sommes prêts à effectuer pour réaliser nos rêves. Et le personnage de Greenfish, il est vraiment là-dedans. Il a un code moral, mais il sait très bien qu'il le rompt à plusieurs reprises, mais ça le mine de l'intérieur, mais il faut qu'il le fasse parce qu'il faut qu'il réussisse. Absolument. Je te propose qu'on classe le film. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu considères que c'est ton Jacques Audiard? Non, quand même pas tout de suite. Pour moi, c'est un premier film réussi, c'est un passage à la caméra plutôt satisfaisant, très satisfaisant même, je dois dire. De là à en faire un grand film, je ne pense pas, parce qu'on va voir qu'il y a pléthore de chefs-d'œuvre par la suite. Pour moi, c'est le bon petit film, c'est le Dupontel. Et bah écoute, je te rejoins vraiment à 100% là-dessus. Je l'avais même déjà tapé avant que tu le dises. Ouais, c'est un Albert Dupontel parfait. C'est pas le film dont nos auditeurs qui ne connaissent pas Lee Chang-dong se souviendront forcément s'ils découvrent toute sa filmographie, mais c'est l'assurance d'un bon moment. C'est peut-être son film le plus accessible au final, au niveau de ses thématiques, le plus facile à comprendre. Oui, tout à fait. Et puis on peut aussi rappeler, on ne l'a pas fait pendant notre petit débat, mais que c'est le deuxième rôle au cinéma de Song Kang-ho. Et c'est son premier rôle parlant, figure-toi, parce que c'est son deuxième rôle, mais dans son premier film, il ne parlait pas. Ah tiens, incroyable. Et dommage pour son premier film, parce que là, il est déjà très convaincant, donc c'est l'occasion de redécouvrir un peu la carrière de Song Kang-ho par la même occasion, mais je crois qu'on en reparlera un peu plus tard. Si vous voulez en savoir plus sur Greenfish, vous pouvez retrouver l'article sur le site, donc c'est moi qui l'avais rédigé, ma petite analyse bien modeste. Si vous voulez vous le procurer, par contre, là, il faudra vous tourner vers l'import parce que le film n'a pas été édité en France.
Donc il faudra passer. Bon, sur Amazon, on trouve assez facilement des DVD d'import quand même. Allez, je te propose qu'on enchaîne sur le deuxième film de la filmographie de Lee Chang-dong. C'est bien sûr Peppermint Candy. Ah là, peut-être une petite chance qu'il s'agisse de ton Jacques Audiard, on verra. Alors, tu nous fais le résumé? Oui, je vais essayer de faire le résumé. Alors, c'est un film qui est à la fois très complexe et très simple, donc je vais choisir le chemin assez simple. C'est l'histoire d'un quadragénaire coréen qui, au cours d'une réunion entre anciens élèves de son établissement, va se donner la mort en se jetant sous un train. Et à partir de là, Lee Chang-dong va utiliser une structure narrative particulièrement intéressante, c'est-à-dire que tout le film va se passer à rebours. On va remonter des souvenirs de ce héros du plus récent au plus ancien, et on va comprendre en fait que ce héros il représente la génération sacrifiée de la Corée, cette génération qui a, donc moi aussi pour aller du souvenir le plus récent au plus ancien, qui a connu la crise financière des années 90, qui a connu la dictature dans les années 80, notamment en 1987 où le film s'arrête, le moment où la Corée bascule dans la démocratie. C'est aussi quelqu'un qui a connu les soulèvements populaires dans les années 79 alors qu'il effectuait son service militaire et qu'il a donc été obligé de se rendre coupable de violences envers des civils. Et on comprend en fait que ce protagoniste, c'est le symbole de la Corée que Lee Chang-dong a souvent esquissé avant de faire du cinéma dans ses écrits, puisqu'il a été écrivain avant, et que c'est un petit manuel d'histoire de la Corée du Sud en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Alors c'est un petit manuel d'histoire de la Corée du Sud pour quelqu'un qui connaît déjà un petit peu l'histoire de la Corée du Sud, parce que tous les événements que tu décris sont montrés vraiment en filigrane. On suit toujours l'histoire du protagoniste et c'est au spectateur de comprendre le contexte au moment où on le voit. Il est jamais explicitement, il est jamais clairement expliqué. C'est vrai que c'est en filigrane, mais dans le même temps, en le revoyant là dans la continuité de la rétrospective, je me disais que c'était peut-être le film de Lee Chang-dong où sa mise en scène est la plus extravagante. Il y a des éléments qui sont presque incongrus dans le récit, qui paraissent presque fantastiques. Il y a cette récurrence du train, par exemple, qui va revenir à chacun des souvenirs, qui est parfois très subtile, parfois très appuyée. Et il y a aussi le jeu de l'acteur qui vend la folie d'une manière incroyable, un acteur qu'on retrouvera un peu plus tard pour Oasis, il me semble. L'acteur et l'actrice hein, qui reprendra tous les deux pour Oasis. Oui, tout à fait. C'est le film le plus fou, peut-être, de Lee Chang-dong. Je ne parle pas de film le plus maîtrisé, mais oui, le plus extravagant, comme je disais. Peut-être même son plus ambitieux en fait. Il a une ambition narrative assez incroyable pour un deuxième film. Et il n'est pas tombé dans le piège du deuxième film raté. Il a eu beaucoup d'ambition, mais il s'est donné les moyens de ses ambitions pour réussir son film. Hein. C'est un petit chef-d'œuvre. Hein. Ouais, un petit chef-d'œuvre. Moi, je parle même de grand chef-d'œuvre. Tu sais que j'aime beaucoup ce film. Je trouve aussi qu'il a une certaine intelligence dans sa manière de décrire les liens affectifs. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas les racines des unions entre les personnages de prime abord, on les découvre après, et ça donne une impression étrange. C'est un peu comme si on côtoyait quelqu'un et qu'on découvrait son histoire ensuite, un peu ce qui peut nous arriver dans la vraie vie. C'est un film qui se pose en témoin, en fait. Ouais, c'est très 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 juste. C'est une très belle analogie. Tu as bien résumé le film. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est donc le moment de lui donner sa note. Alors, je vais commencer vu que tu as donné le résumé, donc je vais donner ma note. Alors, ce n'est pas moi Jacques Audiard, hein, tu t'en doutes, j'ai déjà exprimé les réserves que j'avais à propos de Peppermint Candy au moment où on avait enregistré le podcast consacré au film. Mais je considère quand même que c'est vraiment un très grand film de la part de Lee Chang-dong. Il a passé une étape. Après Greenfish, il est monté vraiment dans la catégorie au-dessus des très grands réalisateurs. Et déjà avec ce film-là, ça suffirait de faire de lui un des plus grands réalisateurs coréens de la nouvelle vague. Donc je considère que ce film est un Henri Verneuil. Oui, je vais te rejoindre. Tu vois, c'est pas mon Audiard qui tombe, ça va être un Henri Verneuil pour moi aussi. Un gros Henri Verneuil quand même, j'ai envie de dire. Jusqu'à ce qu'on enregistre, là, l'hésitation était assez intense. Je trouve, comme on l'a dit, qu'il y a une ambition démesurée, qu'il y a une intelligence, une façon de disséquer la société coréenne qui est véritablement virtuose. C'est ça, un film virtuose en fait. C'est vraiment le mot que je retiendrai. Donc un Henri Verneuil pour moi aussi.
Comme tu l'as dit, nous l'avons traité en podcast que vous pouvez retrouver sur le site, sur vos applications habituelles et sur YouTube. Et si vous voulez vous le fournir, alors j'ai pas l'éditeur sous les yeux, mais je sais qu'il est disponible en DVD en combo avec le film L'île de Kim Ki-duk, un autre réalisateur emblématique de la nouvelle vague coréenne. Je crois, Grey Pigeon, qu'il est désormais temps de passer à un film que tu aimes beaucoup, peut-être ton Audiard, toi aussi, c'est Peut-être. Oasis. Alors Oasis est sorti en 2002. Alors, c'est, comme tu l'as dit, un film que j'aime beaucoup. Et là, on passe dans le mélodrame pur et dur. Alors, autant les deux autres films, c'était pas la joie vraiment non plus. Mais alors là, on passe vraiment dans le côté un petit peu plus larmoyant de la filmographie de Lee Chang-dong, avec l'histoire de ce jeune garçon, dont j'ai oublié le prénom évidemment, vous m'excuserez, qui un petit peu attardé mental, mais pas trop. Il sort juste de prison et il retrouve sa famille. Et la famille est pas tellement ravie de le voir rentrer à la maison. Et il vivote un petit peu de petits boulots, il traîne, il sait pas trop quoi faire, mais il a envie de se racheter du crime pour lequel il a été emprisonné, c'est-à-dire il aurait tué un père de famille. Et il veut rendre visite à la famille de cette victime, et il va rencontrer une jeune fille très lourdement handicapée, moteur et cérébral, qui, elle, vit dans le dénouement le plus total parce qu'elle est abandonnée par sa famille, qui profite de son handicap pour vivre un petit peu dans le luxe. Et une histoire va se créer entre les deux personnages qui sont des marginaux de la société. Oui, voilà, c'est une histoire d'amour absolument superbe qui m'a bouleversé. J'ai pas d'autre mot, quoi. Ouais, je te comprends totalement. Merci pour ton résumé. C'est pas facile de résumer les films de Lee Chang-dong, hein. Non, il y a toujours une couche de complexité supplémentaire qui lui donne toute son épaisseur et toute sa saveur. Peut-être que le meilleur moyen d'initier la discussion, c'est de te raconter la première fois que je l'ai vu. J'étais jeune adulte, on va dire, et je me rappelle avoir éprouvé un profond sentiment de malaise et d'avoir été dérangé par le film. Et là, avec l'âge, avec la maturité, en le revoyant pour cette rétrospective, eh ben, je me suis dit, qu'est-ce que j'étais con en fait. Qu'est-ce que j'étais con moi aussi de renier le droit à l'amour à ces deux personnes qui ne demandent que ça. Alors en plus, Lee Chang-dong, on parlait de folie pour Peppermint Candy, elle est peut-être pas aussi prononcée dans Oasis, Ah, mais il y a quand des même. séquences. Il y a des séquences oniriques assez incroyables. Exactement, c'est exactement ça. Il y a ces moments où d'un coup la vie n'est plus dans ses limitations, où elle est transcendée véritablement et où on tutoie la poésie. Et il y a quelque chose de profondément injuste qui se dégage de beaucoup de ces films. Mais là, c'est peut-être l'un des pires dans ce domaine-là, c'est-à-dire que on a deux personnages qui s'aiment réciproquement, même si les débuts sont assez problématiques, on va dire, Ouais, chaotiques en tout c'est cas. c'est le mot, oui. Et il y a cette image d'une société qui tourne autour d'eux, qui leur renie le droit au sentiment. Et ça, c'est aussi une des thématiques que je trouve récurrentes de Lee Chang-dong, c'est revendiquer le droit au sentiment et se rendre compte qu'il n'est pas toujours récompensé. Ouais, c'est très 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 beau film. Alors figure-toi que suite à ce film, ça va lui apporter une certaine gloire au niveau national, puisqu'il va être nommé ministre de la Culture, juste après la sortie de ce film-là. Ça l'a vraiment mis sur la carte en Corée. Déjà Peppermint Candy l'avait fait, hein, pour être honnête. Eh bien écoute, je vais continuer la règle que j'ai instaurée moi-même à l'instant T où je te parle. Celui qui fait le résumé ne note pas en premier, donc c'est donc à toi de donner ta note. Je te laisse en choisir, en faire ton Jacques Audiard, en toute objectivité. Mais presque tous les Lee Chang-dong pourraient être des Jacques Audiard, c'est assez dingue. Mais non, je vais lui réserver mon Verneuil, et encore une fois, c'est un gros Verneuil, un vrai Verneuil du cœur. C'est un film bouleversant en fait. Pour ne pas s'émouvoir devant ce film, il faut ne pas avoir de cœur ou être comme moi quand j'étais jeune, assez idiot. Quant à toi, est-ce que ce sera ton Jacques Audiard? Eh bien, écoute, à l'instar de ton choix avec Peppermint Candy, ma sélection a été cornélienne. J'ai vraiment lutté à ne pas choisir Oasis en Jacques Audiard. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est mon Jacques Audiard bis, mais donc j'en fais un Henri Verneuil. Voilà. Parce que j'ai un tout petit peu mieux dans ma sélection. Tu me vois venir, hein, évidemment. Alors, je te vois venir et je me demande si on va pas tous les deux dans la même direction en fait. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Oasis, vous pouvez retrouver l'article qu'il y a sur le site. C'est moi qui l'avais écrit et qui lui avait donné un joli 9 coups de cœur. Et si vous voulez découvrir le film, ce qu'on vous implore de faire, vous pouvez vous tourner vers l'édition de Arte Vidéo.
On enchaîne avec son 4e film. Donc, Lee Chang-dong n'est plus ministre de la Culture de la Corée, mais donc il revient à ses amours cinématographiques et il retrouve un de ses acteurs qu'il avait déjà fait tourner donc son premier film. On retrouve Song Kang-ho, évidemment, alors que là, dans un rôle beaucoup plus important, pour Secret Sunshine. Ouais, Secret Sunshine, c'est un peu le film de l'épreuve, hein. Vous allez en ressortir relativement essoré, autant vous prévenir tout de suite. Alors pour vous planter le décor, c'est l'histoire de Shin Ae. C'est une jeune veuve qui s'installe dans la ville de Miryang, une ville rurale de Corée, en compagnie de son fils qu'elle élève donc seule, et elle ambitionne d'ouvrir une étude de piano. Malheureusement, une fois arrivée sur les lieux de sa nouvelle ville, un nouveau drame va la frapper et va mettre à rude épreuve non seulement tous les espoirs qu'elle peut avoir encore dans l'existence alors qu'il lui en restait déjà pas beaucoup, et qui en même temps va vraiment la pousser dans ses derniers retranchements, même physiques, hein. On sent une grande souffrance qui s'exprime de ce film. Pour l'accompagner tout de même, il y a ce personnage assez étrange, j'ai envie de dire, qu'incarne Song Kang-ho, qui est une espèce de voisin bienveillant, parfois un peu intrusif aussi, mais qui pose un regard compatissant sur elle et qui essaye de l'aider malgré sa longue descente aux enfers. C'est un peu le seul rayon de lumière du film. C'est un petit peu ma bouée de sauvetage. Quand j'ai regardé le film, c'était chaque scène où apparaissait Song Kang-ho. Je savais que j'allais pouvoir un petit peu me détendre, un petit peu me reposer de tout ce drama qui est très lourd, hein, qui rend le visionnage du film vraiment difficile par moments. Oui, c'est le film de l'épreuve. Sur le site, vous pouvez retrouver, je tiens à le mettre en avant particulièrement, Greg, donc je le fais maintenant, le magnifique article de Charlotte qui a plongé en profondeur dans l'étude du film. Et un point qu'elle évoquait sur lequel j'aimerais qu'on rebondisse, c'est le fait que le point de vue de Lee Chang-dong, le point de vue du réalisateur, est presque celui d'un dieu. Et du coup, moi, en y réfléchissant, là, en préparant ce podcast, je me disais, mais dans quelle position ça nous place, nous, spectateurs? Et nous aussi, on est un peu esclaves de ce que va faire avancer Lee Chang-dong tout au long du film. Et ce sentiment d'impuissance, c'est ce que je retiens le plus de ce film, c'est jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller dans le drame absolu et à quel point ce réalisateur me dépossède de tout pouvoir. C'est un film qui m'a laissé véritablement complètement vidé, quoi. À noter que Lee Chang-dong donne le rôle de personnage principal à une femme, ce qui est la première fois, si on fait abstraction d'Oasis, où les rôles étaient partagés. Mais donc la performance de Jeon Do-yeon, difficile à prononcer, est vraiment exceptionnelle. Tant et si bien d'ailleurs qu'elle a gagné le prix de l'interprétation féminine au Festival de Cannes, ce qui est le premier prix que remporte Lee Chang-dong à Cannes. Ce qui est intéressant aussi avec Secret Sunshine, c'est le rapport que Lee Chang-dong a avec la religion, qui devient majeur dans son cinéma avec ce film-là. On a parlé du fait que le personnage principal vivait un drame atroce et elle se réfugie dans la religion pour essayer de s'en sortir, et elle ne trouve pas les réponses dont elle a besoin. Et ce sera une des thématiques constantes de l'œuvre de Lee Chang-dong, c'est essayer de trouver des réponses ailleurs que ce qu'on a devant les yeux, et ne pas pouvoir toujours trouver les réponses qui nous conviennent. Et ce film-là est très très dur avec la religion, et notamment les prosélytes que l'on peut trouver en Corée. Oui, c'est un film qui challenge le divin en quelque sorte, j'ai envie de dire. Il pose des dilemmes moraux et des défis au concept de religion. Alors effectivement, il est très critique sur les prosélytistes, comme tu dis. Et dans le même temps, il n'est pas non plus dans le jugement de valeur envers la religion en elle-même. Il essaye de la comprendre, de comprendre comment elle peut se conjuguer avec la vie quotidienne, mais il en souligne parfois l'absurdité, il en souligne parfois la nécessité. Et les J'ai excès. pas l'impression. En fait, le problème de Lee Chang-dong n'est pas tant avec la religion, mais qu'avec l'usage qu'ont certains religieux. Notamment le personnage de Song Kang-ho qui devient épris de religion lui aussi au moment du film. Lee Chang-dong le filme de manière très bienveillante, ce qui n'est pas le cas des autres personnages qui sont beaucoup plus excessifs dans leur foi. Et dans le jugement de valeur d'ailleurs, vis-à-vis du personnage principal qui elle-même est dans la souffrance et qui devrait accepter cette souffrance comme un don de Dieu, ce qui devient très problématique pour elle à certains moments du film. Effectivement, c'est sans doute un film qui va remettre un petit peu en cause vos convictions, qui va vous poser les questions qu'il faut sur ce sujet, je pense. Et puisque j'ai fait le résumé, Grèce, c'est à toi de donner ta note en premier.
Eh bien, écoute, j'ai été très ému par Secret Sunshine. Comme tu l'as dit, c'était vraiment une épreuve. Ce qui fait que je me rappelle très bien t'avoir envoyé un message suite à mon visionnage en ayant dit, écoute, je viens de voir un chef-d'œuvre, mais jamais de la vie je ne le reverrai. Eh bien, c'est exactement. Je reste sur cette position. Le fait d'en reparler avec toi a fait revenir en moi certains sentiments que je n'ai plus envie de ressentir. Euh, donc, Secret Sunshine, oui, voilà, c'est un excellent film, vraiment très riche en thématiques, très beau, très bien interprété, mais je ne veux plus jamais le revoir. Donc, je vais en faire un Henri Verneuil. Henri Verneuil et sort de ma vue. Voilà, c'est exactement ça. Je ne veux même plus Eh y ben, penser de ce film. Je suis très content de l'avoir vu, mais je ne veux plus le revoir. tu sais quoi, pour la rétrospective, c'est la deuxième fois que je le voyais et je me disais pendant tout le visionnage, ah oui. Ce ah oui de oh je vais souffrir, maintenant je m'en rappelle. Et comme toi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais en faire un Henri Verneuil aussi. Avant tout pour sa densité dans son propos, c'est un film qui a une richesse assez incroyable. Donc à Henri Verneuil pour moi aussi. Si vous voulez en savoir plus, j'insiste une fois de plus, il y a l'article grand format de Charlotte sur le site, peut-être le plus bel article qu'on ait fait autour de cette rétrospective. Je le dis parce que c'est moi qui ai fait les autres, donc je peux le dire. Et si vous voulez découvrir le film, là aussi on vous implore de le faire, vous pouvez le retrouver chez Diafana. Il est temps de passer à l'année 2010 avec le 5e film de Lee Chang-dong, Poetry Grey. Oui, Poetry, donc, qui est sorti en 2010, qui a obtenu le prix du scénario à Cannes. Je parlais tout à l'heure du prix qu'avait obtenu l'interprète féminine pour Secret Sunshine. Pour ce film-là, c'est le scénario. Et donc, dans Poetry, on va suivre quasi exclusivement un seul personnage pendant tout le film. On va retrouver Mia, qui va être de tous les plans. C'est une femme d'une 60aine d'années qui vit plutôt modestement avec son petit-fils, qui est au collège, qu'elle élève toute seule. Et Mia s'intéresse à la poésie et elle va s'inscrire à un cours pour essayer de devenir, d'en apprendre un petit peu plus sur cet art qui l'intéresse. Mais parallèlement à ça, elle va apprendre des choses qui vont perturber un petit peu sa vie, notamment sur son état de santé. Elle apprend qu'elle est atteinte d'un début de maladie d'Alzheimer. Mais le vrai drame qui va la toucher, c'est le fait que son fils va être accusé d'un viol collectif sur une jeune fille qui s'est donné la mort. Et donc le film va suivre Mia et les dilemmes que le fait d'apprendre ce qui s'est passé avec son petit-fils, ce que va causer en elle, quel sacrifice va-t-elle être prête à accepter pour pouvoir essayer de éventuellement sauver son petit-fils et essayer elle-même de se sauver à travers la beauté et la recherche de l'art à travers la poésie. Un très joli film. C'est une comédie, si on compare par rapport à Secret Sunshine, mais ça reste un drame assez dur. Oui, et je salue ta performance sur l'exercice du résumé parce que c'est véritablement un film. Je me suis un peu emmêlé les morceaux, t'es gentil, mais oh là là, c'est pas facile pour écrire. Il faut bien dire que, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait dire pour tous les films de Lee Chang-dong, mais c'est particulièrement le cas sur Poetry, je trouve, c'est que on soulève une couche du récit, on découvre un autre propos, une autre façon d'interpréter, et c'est quelque chose qui s'éprouve en fait à chaque scène. Chaque scène apporte une nouvelle idée, une nouvelle nuance, que ce soit sur la société, que ce soit sur la maladie, sur la condition qu'on donne aux personnes âgées, sur l'impunité, ça brasse une immensité de thèmes assez fulgurante, et dans le même temps c'est un film qui fait preuve d'une empathie assez prononcée pour son personnage principal. C'est pas toujours le cas avec Lee Chang-dong, mais là on est véritablement en empathie avec Mia. Et il y a cette notion d'oubli qui est conjuguée donc avec cette maladie d'Alzheimer qu'on lui diagnostique. Cette notion d'oubli, elle a une façon de s'exprimer à l'écran assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont s'évanouir, il y a des moments où elle va perdre le fil de ses pensées et ne plus pouvoir faire face à ses responsabilités. Il y a une façon de filmer l'invisible en quelque sorte. Moi, j'en ferai un diptyque avec Secret Sunshine dans lequel l'abandon de soi et le sacrifice sont les thèmes principaux. Ouais, c'est vraiment les deux films les plus durs de sa filmographie, les plus émotionnels. Oui, d'ailleurs, tu me confiais que Lee Chang-dong lui-même avait fait un rapprochement entre ces deux films pour exprimer notamment le fait qu'il s'enfermait un peu dans une grammaire. Ouais, notamment donc juste après Poetry, il va remettre du temps avant de pouvoir tourner un film suite à
suite à une volonté politique de la part des gouvernements coréens de l'empêcher de travailler. Et ça va lui permettre de se ressourcer et d'éviter de retomber dans ce qu'il considérait être le piège dans un piège dans lequel il était tombé. Celui de vouloir faire plaisir à son public avant de vouloir délivrer lui-même le message qu'il a envie de délivrer. Drôle de façon de faire plaisir à son public, quand même. Oui, c'est pas faux. Mais en tout cas, il est temps de le classer. Tu as fait le résumé, donc c'est moi qui m'y colle en premier, si je ne me trompe pas. Ça va devenir le running gag de ce podcast, mais je vais en faire un Henri Verneuil. Moi, c'est un film qui m'a profondément ému. C'est un des premiers que j'avais découvert de Lee Chang-dong. J'ai dû voir Peppermint Candy avant, puis celui-là ensuite quand j'étais plus jeune et fou. Et c'est un film qui m'avait subjugué par son intensité. On a assez peu parlé de cette actrice totalement incroyable qui joue le premier rôle. On va la citer donc pour lui rendre honneur. C'est Yoon Jeong-hee. Elle a 200 films à sa carrière quand même. C'est pas n'importe qui en Corée, mais sauf que ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas tourné, et maintenant que le film avait plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas tourné depuis. Donc elle est vraiment sortie de sa retraite pour Lee Chang-dong. Ouais, c'est la preuve de la reconnaissance qu'on octroie à ce cinéaste en Corée du Sud, et ça vous montre à quel point il peut être important dans son pays. On a souvent, ces dernières années, loué les vertus du cinéma coréen, et à raison. Lee Chang-dong, c'est peut-être pas le nom qui revient le plus souvent, mais c'est un des plus importants lorsqu'on se penche sur l'histoire du cinéma. Bon, en tout cas, voilà, pour moi, ce sera un Verneuil. Eh ben écoute, pour moi, j'hésite vraiment entre le Verneuil et le Dupontel, parce que je considère que Poetry est un tout petit peu moins fort que peuvent l'être Secret Sunshine ou Oasis. Je vais te rejoindre avec joie dans le fait de le classer comme un Henri Verneuil. Si vous voulez en savoir plus, il y a l'article sur le site, c'est moi qui l'ai rédigé, consacré au film, donc une tentative d'analyse de ce film assez riche. Et si vous voulez le découvrir, il est disponible chez Diaphana également. Eh bien écoute mon cher Spike, je vais peut-être te surprendre, mais je crois qu'il est temps pour moi de faire un pronostic sur quel sera ton Jacques Audiard. Je vais prendre un risque, un énorme risque. Je pense que ton Jacques Audiard sera le prochain film de Lee Chang-dong, c'est-à-dire son 6e et son dernier. Burning. Mais la cote était à 1.0, donc c'était pas bien dur. Bah effectivement, hein, le suspense est tué dans l'œuf, ce sera notre Audiard à tous les deux, puisque tu n'as pas décerné le tien non plus. Burning, pour vous le résumer, donc déjà c'est une adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami, donc déjà c'était fait pour me plaire. Et ça raconte l'histoire. Alors là, Gray, avant que je me lance dans le résumé, j'aimerais que tu me souhaites bon courage. Ah écoute, non seulement je ne te le souhaite pas, mais j'ai envie de te dire bien fait, parce que rappelle-toi que c'est toi qui m'as lancé sur le résumé lors du podcast que nous avons enregistré consacré au film. Donc je me suis déjà livré au jeu du résumé, donc à ton tour. Burning, c'est l'histoire de Young-soo, un jeune garçon coréen qui retrouve par hasard dans la rue Aemi, une jeune fille avec qui il avait grandi dans son village provincial, un village de campagne. Il la retrouve dans l'ébullition de Séoul au cours de son travail, et une relation charnelle va s'initier entre les deux personnages, mais cette relation va être interrompue par le voyage de Aemi en Afrique, et à son retour de ce voyage d'Afrique, elle va revenir avec Ben, un jeune garçon fortuné, contrairement à eux, et très sophistiqué, de qui elle va s'éprendre, et Young-soo va donc rentrer dans une certaine forme de jalousie. Mais ce qui va jeter le trouble sur le récit, c'est une confession que Ben va faire à Young-soo, la confession qu'il a la curieuse manie de mettre le feu à des cerfs pour les voir se consumer. Et dans toute la deuxième partie du récit, à la suite de cette confession, Amy va disparaître et le sort de la jeune fille va être entouré de mystères. Eh ben écoute, ton résumé est pas mal du tout. Alors, c'était pas facile, hein, comme tu l'as dit, comme tous les films de Lee Chang-dong. Alors Burning, bon, on n'en fait pas mystère, c'est notre Jacques Audiard à tous les deux. Un film d'une richesse incroyable dans ses thématiques, dans la manière dont le film est réalisé et dans l'interprétation. Tu n'as pas cité, je crois qu'on ne l'avait pas cité non plus au moment du podcast, l'acteur qui interprète Ben est relativement connu, en tout cas par rapport aux deux autres interprètes qui sont plus jeunes. C'est Steven Yeun. Ouais. Qui a fait carrière notamment aux États-Unis. Vous avez pu le voir dans la série Walking Dead ou plus récemment dans le film Nope. Voilà, Burning, c'est vraiment, pour moi, c'est son chef-d'œuvre.
Il embrasse tous les thèmes qui font son cinéma depuis son premier film. Et d'ailleurs, je le dis dans le podcast, mais je trouve que Burning répond à Greenfish de bien des manières. Et notamment donc les liens qu'il peut y avoir entre les liens filiaux qui peut exister dans la société coréenne, mais également les problématiques de classe liées au fait que la Corée est un pays qui a eu une expansion de richesse extrêmement rapide, mais qui a laissé beaucoup de laissés pour compte. Et Burning revient beaucoup là-dessus, et cette jalousie que peuvent éprouver les gens qui sont laissés de côté par cette réussite. Et en même temps, c'est un mystère. À bien des égards, est-ce que ce qu'on voit est réel? Est-ce que ce qu'on voit n'est pas l'imagination du personnage principal? Est-ce que la disparition d'Amy en est vraiment une? Est-ce que ce que le personnage pense réaliser est une bonne chose ou une mauvaise chose? Beaucoup de questions restent ouvertes et sont ouvertes à l'interprétation du spectateur, qui en fait un film riche à bien des égards et qui prend de l'épaisseur à chaque revisionnage du film. Oui, alors là, je vais complètement appuyer ce que tu viens de dire juste à l'instant. C'est un film, plus je le vois, plus je l'aime. Parce que c'était la 3e fois que je le voyais là pour la rétrospective. Et à chaque fois, j'ai découvert une nouvelle couche, une nouvelle idée, un nouveau plan que je pensais anodin et qui se révèle hautement significatif une fois qu'on a toute la trame en tête. Je comprends tout ce que ce film peut avoir de déroutant au premier visionnage, voire même parfois d'un peu lent, parce qu'il a un rythme très lent quand même, hein, il faut le préciser. Mais une fois que tous les pions ont parfaitement été mis en place, une fois que tout est agencé, tout finit par s'emboîter avec une complexité incroyable. Et comme tu l'as dit, c'est un peu la synthèse des thèmes fétiches de Lee Chang-dong. Alors il y en a qui nous ont fait rire, par exemple la religion, on l'évoquait tout à l'heure, là c'est traité véritablement en un plan, mais qui n'est pas innocent hein, pour autant. On retrouve tout ce qui fait l'essence de Lee Chang-dong, à la fois la vision complète qu'il avait par exemple de la société coréenne dans Peppermint Candy, mais en même temps une certaine forme d'épure qu'il avait adoptée depuis Secret Sunshine. Si cette pause a été forcée et a été initiée dans des conditions tragiques, puisqu'il a été émis sur liste noire, comme tu nous le disais tout à l'heure, elle aura au moins eu le bon goût d'offrir ce vrai renouveau à Lee Chang-dong. Et je suis assez content qu'un de mes cinéastes favoris, je peux le qualifier en tant que tel, Lee Chang-dong, ait été ému, parce que c'est véritablement ça qui lui a donné envie de faire le film, par la nouvelle d'Haruki Murakami, que j'implore nos auditeurs de lire également, parce que c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Alors juste pour rajouter une petite anecdote par-dessus tout ça, donc de manière beaucoup plus prosaïque, figure-toi que Burning a été le tout premier film sélectionné, le tout premier film coréen sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Alors, ça peut paraître incroyable, mais qu'il ait fallu attendre 2018 pour qu'un film représente la Corée aux Oscars. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le film, qui est donc notre Jacques Audiard à tous les deux, vous pouvez vous pencher sur le podcast que nous avons consacré, toi et moi, Gray, où nous revenons en profondeur sur l'analyse de ce film, sur ses plans, sur ses idées, sur ses thématiques, sur sa magnificence, sur sa splendeur. Et sur cette fameuse scène centrale dont on n'a toujours pas parlé ce soir, mais qui est une des... Au moment de l'enregistrement du podcast, j'ai dit que c'était probablement la plus belle scène de l'année du cinéma de l'année 2018, mais en y repensant, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues depuis, je ne saurais même pas dire en fait. Cette scène m'a ému à un point, c'est absolument incroyable. Ouais, sur les accords de Miles Davis, ouais. C'est une scène dont on ne peut pas se défaire, qui nous habite encore pendant des jours et des jours après le visionnage. Et peut-être, si vous êtes très cinéphile comme nous, pendant toute votre vie, allez savoir. En tout cas, si vous voulez découvrir Burning, comme pour les 2 films précédents, c'est disponible chez Diafana. Et en plus, là, il y a un livret de 32 pages assez intéressant sur le film, donc n'hésitez pas. Et puis, je ne te demande donc pas où est-ce que tu le classes. C'est notre Jacques Audiard, comme on l'a dit un peu plus tôt. On vient quand même de finir la filmographie d'un réalisateur qui ne comporte aucun Yvan Attal, aucun Luc Besson et aucun Fabien Antoniente dans sa filmographie, ce qui est assez impressionnant. On n'est pas loin d'un réalisateur à la filmographie presque parfaite. Oui. Si vous avez, chers auditeurs, des idées d'autres réalisateurs qui ont une filmographie aussi réussie, nous sommes preneurs.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien à acheter, hein. Vraiment, même Greenfish qui pourrait sembler un cran en dessous par moment, Ouais. je trouve qu'il ne dépareille vraiment pas de cette filmographie étincelante. Je pense que beaucoup de réalisateurs se contenteraient d'avoir un Greenfish dans leur filmographie, hein. Alors, de cette filmographie presque parfaite, Grey, si tu devais retenir une chose, qu'est-ce que ce serait? Ah bah, écoute, je viens d'en parler, donc ça, c'est assez évident. Je dois en retenir, je vais retenir la scène pivot du film Burning, où Amy retire ses vêtements en dansant sur du Miles Davis. Cette scène est tellement bouleversante que. Puisque c'est trop facile, en fait, je vais revenir sur Oasis. Et cette scène où les deux héros s'enfuient de l'appartement de la jeune fille handicapée et vont faire un road trip tout en découverte, tout en joie, tout en bonheur. C'est le seul moment de bonheur de ce film comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a bouleversé. Et ouais, j'ai envie de garder ça en mémoire, le grand sourire de ces deux personnages, elle sur ses épaules et lui en train de courir. C'est une des très belles images du cinéma de Lee Chang-dong. Et toi? Bah écoute, moi, plutôt qu'une image, je vais retenir une idée ou plutôt une approche. C'est l'approche que Lee Chang-dong a de la société. Euh, c'est une question de regard, selon moi. C'est-à-dire qu'on a des cinéastes brillantissimes, des cinéastes qui peut-être aussi ont une filmographie quasiment parfaite, mais qui s'épanouissent dans un regard critique de la société. Et Lee Chang-dong, ça n'est pas que la critique. C'est la critique et la compassion en même temps dans la pastille que tu avais consacrée en préambule de cette rétrospective. Tu parlais d'empathie et j'ai envie de te citer, Gray, et de reprendre ton mot d'empathie. Le cinéma de Lee Chang-dong, ça n'est pas que de la noirceur, il y en a beaucoup, ce n'est pas que des épreuves, il y en a beaucoup. C'est aussi beaucoup d'empathie pour l'être humain et une tentative de le comprendre que je pense assez réussie vu ce qu'on en dit comme bien depuis tout à l'heure. Eh bien, Grève, voilà qui conclut notre rétrospective Lee Chang-dong. J'espère que nos auditeurs et lecteurs, bien sûr, auront pris plaisir à nous lire et à nous écouter pendant cette quinzaine spéciale. Je rappelle à toute fin nécessaire à nos amis lyonnais ou ceux qui habitent aux environs ou ceux qui sont véritablement passionnés par Lee Chang-dong que Lee Chang-dong sera présent au Festival Lumière qui commence le 15 octobre, justement, au moment où sort ce podcast. Donc ne ratez pas cette occasion. Et moi, je félicite le Festival Lumière de cette initiative qui les honore. Tout à fait. Sinon, pour revenir un petit peu sur l'actualité, sur notre actualité, on arrive à la fin de l'année, donc là on va rentrer dans le marathon du visionnage des films qui sont favoris pour les Oscars, mais sachez que nous travaillons d'ores et déjà d'arrache-pied à notre prochaine rétrospective dont nous gardons la thématique secrète pour le moment, mais qui, j'espère, vous plaira autant qu'elle elle nous plaît, nous, à la préparer. Et oui, et avant de se quitter, peut-être rappeler aussi à nos auditeurs, on a oublié lors du dernier podcast Grey, on est vraiment des mauvais élèves, mais qu'ils peuvent nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc il y a tous les liens dans la description, Twitter, Facebook, et ton réseau social préféré, Grey, je te laisse le dire. Discord. Oui, vous pouvez jouer d'ailleurs au Devine mon film si vous voulez vous faire battre par notre ami Preacherman qui devine les films en 10 secondes avec un plan de coupe que tout le monde a oublié. C'est l'occasion de lui faire un petit salut amical. Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous, à nous faire part de vos idées aussi pour s'améliorer. C'est bien les retours critiques. Lorsque la critique est fondée, on est évidemment preneur pour s'améliorer. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous apprécierez le cinéma de Lee Chang-dong si vous ne le connaissez pas encore. Et on vous dit à très bientôt. Allez, salut!